Aujourd'hui, créer un média, c'est hyper facile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour un journal papier, c'est rentable de tirer 100 000, de vendre 50 000 et de jeter 50 000. Le papier n'est pas mort, les gens ils ont toujours envie d'avoir un truc sur leur table basse chez eux. Tu me disais avoir un chiffre d'affaires à peu près de 250 000 euros par an. C'est le cas avec Théodora par exemple, qu'on a reçu en couverture en septembre de l'année dernière. Est-ce qu'il vaut mieux tout mettre dans la stratégie du print? Est-ce qu'il vaut mieux tout de suite aller vers la diversification? On est tiraillé en fait sans cesse entre les deux. Journaliste de formation, tu fondes ton propre média avec Lise. Vous concrétisez en 2022 avec votre premier magazine qui fait un carton. 10 éditions plus tard, 20 000 exemplaires vendus. Vous avez un parcours riche d'expérience et nous avons hâte de le décortiquer aujourd'hui avec Nathan. Merci à tous les deux et merci pour votre invitation. Ravi d'échanger. On a hâte de commencer cet épisode, disponible sur YouTube, également sur les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à vous abonner. Thibaut, je te propose de commencer avec un petit jeu. 7 questions, questions-réponses, pas de justification, que de l'instinct. Est-ce que tu es prêt? Allons-y. Ok. Alors, 17 euros pour un magazine, c'est trop ou c'est pas assez cher? C'est trop cher. Écrire un article sur le dernier EP de Michou, c'est une opportunité journalistique ou une perte de crédibilité? Un peu des deux. Est-ce que Mosaïque, c'est trop parisien? Toujours un peu trop, mais on essaye de réduire ça. Tu préfères qu'on te dise que c'est trop niche ou c'est trop grand public? C'est trop niche. Ok. Utiliser ChatGPT pour rédiger un synopsis ou un post Insta, c'est de la triche ou c'est malin? Hum, Journalistiquement, c'est de la triche. Ok. Est-ce qu'un jour Mosaïque sortira un numéro bilingue? C'est pas impossible. Ok. Et on arrive sur la dernière question, que c'est toi, tu peux développer un petit peu plus. C'est quoi la chose que tu as adoré dans les premiers mois de lancement du média? J'ai adoré être confronté au public. Je crois que c'était ce qui était le plus galvanisant, c'est quand voilà, tu dévoiles un projet que tu gardes pour toi pendant 1 an, 6 mois, que tu le concoctes. C'est ce moment où voilà, où tu le jettes un peu aux gens et ils en font ce qu'ils en veulent. Donc ils peuvent ne rien en faire, le laisser complètement de côté. Nous, ça a été tout l'inverse. Les gens se sont emparés du truc et c'est vraiment eux qui en ont fait quelque chose de plus grand qu'on l'avait imaginé. Donc oui, oui, je crois que c'est ça. C'est vraiment la publication, le moment où on dévoile la première couverture et où il y a un emballement qui nous dépasse un petit peu. Alors du coup, t'enchaînes directement avec ma prochaine question. C'est quoi le moment qui a fait basculer justement la partie en ligne vers la partie physique? Parce que c'était quand même la vision de base d'avoir un produit physique. Bah, disons que l'idée du print, elle a toujours été là. Elle n'est pas arrivée d'un coup. Nous, on est journalistes tous les deux, effectivement, de métier. On a la chance de pouvoir faire ce métier-là. Et donc on est passionné de musique, on est passionné de rap, de culture hip-hop et aussi de médias. La manière dont on transmet les informations, les canaux qu'on peut choisir, comment les utiliser à bon escient. Ça, c'est des choses qui nous passionnent. Et, et voilà. Et donc, l'objet magazine, c'est quelque chose qui nous a toujours beaucoup intéressé. On en achète, on en lit. Et c'est vrai qu'on s'est toujours dit, depuis qu'on se connaît avec Lise, qu'il y a une carence à ce niveau-là. Il y a toujours une carence en réalité. Aujourd'hui, dans les kiosques, il manque il manque de la presse pour les musiques actuelles, pour la musique contemporaine, qu'elle soit rap ou pas rap d'ailleurs. C'était moins le cas il y a 20 ans quand il y avait pour le coup plus de magazines spécialisés, notamment hip-hop, des presses indé qui se vendaient énormément, parce qu'à l'époque c'était le seul moyen, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. Aujourd'hui, effectivement, ça a bien changé. Et à part les Inrock, à part Tsugi, à part Rock and Folk, quelques numéros qui font vraiment bien leur travail sur leur secteur, voilà, il manque de magazines pour mettre Aya Nakamura à la une. Il manque de magazines
pour aller sur ce genre de musique, et notamment les musiques des cultures populaires. Et donc voilà, on s'est dit que nous, on s'occuperait de la partie rap, qu'on essaierait de combler ce vide à notre petite échelle et avec beaucoup d'humilité. Mais c'était ça l'ambition de base. Et donc effectivement, on s'est lancé sur le web parce que c'était beaucoup plus simple de pouvoir commencer à proposer du contenu tout de suite, de pouvoir commencer à aller écrire des articles, des longs articles, c'était notre idée. Et puis ensuite, voilà, petit à petit, on a réussi à installer la marque un petit peu. Et puis ensuite, d'arriver avec un magazine. Il faut savoir que le monde du rap, tu peux pas y entrer comme ça, n'importe comment. Il y a des codes, il faut comprendre ses acteurs, la manière dont ça marche, ses valeurs. Et c'est bien d'y faire d'abord des armes avant d'essayer de proposer voilà, quelque chose de payant, quelque chose qui va s'imposer un petit peu. Donc voilà, ça a été 2 ans sur le web sur lesquels on a pu faire patte blanche. Puis voilà, montrer qu'on était là pour faire les choses, pour défendre cette culture-là, euh, pour aller dans le bon sens. Et ensuite, une fois qu'on a été installé, un peu plus, en tout cas dans le paysage, et ben, ça a été le moment pour articuler cette deuxième étape. Ok. Et du coup, bah, tu mentionnes le fait que justement, pour rentrer dans ce milieu du rap, on va dire doucement en faisant patte blanche. Ça s'est passé comment en fait pour démarcher les artistes pour la première édition? Est-ce qu'ils sont venus à vous directement parce que vous leur avez un peu vendu le projet ou vous les avez démarchés pur et dur pour que ça soit validé? On est complètement allé vers eux parce que à l'époque, voilà, le média il est vraiment beaucoup plus petit. C'est-à-dire que on existe pour une méga niche d'auditeurs et auditrices qui nous connaissent. Certains artistes, mais franchement, on n'existe pas sincèrement dans le paysage encore à ce moment-là. On n'existe pas vraiment. Donc non, non, on a été voir les artistes. Le premier, c'est Prince Wally qu'on va voir. Voilà, pour être tout à fait honnête, c'est pas le premier artiste qu'on va voir, c'est-à-dire qu'on a eu des noms aussi avant. On a fait des tests, il y a des artistes qu'on a été voir, on leur a proposé, on n'a pas eu de réponse, on a eu des noms. Et voilà, et Prince Wally, c'est le premier qui nous fait confiance. Mais non, non, au début, c'est évidemment pas évident, parce qu'on leur demande de prêter leur image à quelque chose qui n'existe pas du tout et sur lesquels il n'y a même pas vraiment de référent à côté. Donc c'est vrai que c'est pas évident de se jeter dans le vide pour un artiste de cette façon-là. Donc non, non, on a été véreux. Ouais. Tu vois, t'expliques qu'au début, vous étiez finalement pas grand-chose et pourtant, vous lancez votre collecte de fonds pour pouvoir vendre en précommande la première édition. Et c'est quand même un carton. Je crois que c'est 700 exemplaires vendus en 24 heures. Vous, c'est quoi votre réaction à ce moment-là? C'est la preuve qu'il y a un marché et vous êtes tout de suite dans la suite? Oui, oui, on se dit pas tant qu'il y a un marché, je pense à ce moment-là, mais déjà on a du mal à y croire parce que sincèrement, voilà, c'est les projections qu'on fait, elles sont pas du tout de cet ordre-là. Euh, Non, on s'est basé en fait, pour être honnête, sur une ou deux presses rap qui existaient avant nous. On n'est pas le premier magazine du renouveau de la presse rap. Il y en a d'autres. Je peux notamment citer Osmose, 16 mesures, qui sont des magazines rap qui existaient avant nous. Donc nous, on s'était basé sur leurs référents, plutôt de tirage, etc. Et c'est là-dessus qu'on a construit notre business model. À l'époque, on parle pas encore de ça, mais on est sur sur ces échelles-là. Et voilà, et c'est effectivement beaucoup plus gros qu'attendu et beaucoup plus rapide. Donc la première réaction, c'est déjà de se demander comment est-ce qu'on va absorber ça, ne serait-ce qu'à titre logistique, parce que on est complètement dans nos chambres à nous, dans nos petits appartes qui sont pas très grands, et on se demande comment est-ce qu'on va, voilà, organiser toutes les livraisons dans un temps qui va être beaucoup plus rapide que nécessaire. À la base, on s'est dit on essaierait de vendre 300 numéros pendant un mois, puis 700 en 60 jours. Donc voilà, ça n'a plus rien à voir. Et le deuxième réflexe, c'est d'appeler l'imprimerie pour essayer de modifier le devis à la dernière minute et essayer de gratter un peu plus de tirage. Donc au final, on en a vendu 1200.
dans un temps voilà extrêmement réduit. Et puis c'est aussi beaucoup de voilà, on est rassuré parce qu'on se dit qu'en fait le deuxième il est déjà sécurisé. C'est-à-dire qu'on a déjà les fonds pour pouvoir assurer l'impression du deuxième. Et c'est quand même tout l'intérêt d'un magazine, c'est de pouvoir tenir sur la durée. Et nous, on peut pas imaginer avoir de l'essai d'empreinte, en tout cas culturel, si le magazine il dure que un ou deux numéros, voilà. Donc on se dit ok, eh ben on va peut-être réussir à tenir sur la durée. Les retours, ils sont super positifs. On le voit avec ces chiffres. Mais je me demande concrètement comment est-ce que, avec un magazine physique, on arrive à avoir des retours des auditeurs pour justement savoir quoi améliorer, adapter au fur et à mesure des éditions. Parce que parfois, on va peut-être consommer le produit de son côté, mais on va pas forcément. Je me demande comment ça fonctionne justement ces échanges avec vos lecteurs. Et justement, qu'est-ce que vous allez changer au fur et à mesure des éditions? Alors effectivement, sur la masse de lecteurs, c'est plutôt une minorité qui nous fait des retours. Ça, c'est clair, qui va prendre son tel et va nous écrire un message sur les réseaux. Par contre, cela dit, on a la chance d'avoir une communauté qui est assez engagée, qui a un lien avec le produit en l'occurrence. Et donc certains nous écrivent, ça c'est vrai. Euh, on a pas mal de retours à chaque numéro. On n'en a pas souvent des négatifs, ça c'est vrai. Cela dit, c'est arrivé une ou deux fois qu'on fasse des questionnaires. Donc avec des Google Forms à répondre, où les gens pouvaient librement et anonymement nous dire, voilà, les avis. On l'a fait notamment après le troisième numéro, donc après un bon moment de lancement. Ce qui a changé, c'est surtout la maquette. C'est-à-dire la direction artistique, elle a été constamment améliorée. Aujourd'hui, on est sur quelque chose d'assez définitif depuis quelques numéros qui bouge plus, donc on est content. Ce qui a changé aussi, c'est l'objet. La texture du papier a changé, le grammage a changé un petit peu. La couverture était mate, aujourd'hui elle est brillante. Donc voilà, il y a aussi un travail sur l'objet en lui-même qui a été fait parce qu'on a remarqué que ben voilà, le mat s'abîmait un peu plus, par exemple, quand on voulait se rapprocher de tel rendu. Bon bah voilà, ça, c'est des choses qui ont été faites petit à petit. Par contre, c'est vrai que on reste quand même sur notre intention. Et c'est pas non plus un travail collaboratif. Nous, on livre quelque chose. Ensuite, si on fait une erreur, on peut tout à fait le reconnaître. Mais globalement, ça reste quand même notre cuisine interne qu'on livre aux gens et finalement, il y a assez peu d'allers-retours. Ok, tout à l'heure tu parlais du coup des clients qui te faisaient des retours. On avait une question en tête avec Mathis. Aujourd'hui, c'est quoi ton type de client si tu devais définir une cible? Est-ce que tu as un type de client habituel, on va dire en dessous de 25 ans, qui est dans le rap, qui est dans l'actualité, ou c'est vraiment varié avec des gens qui pourraient avoir la quarantaine et qui sont très old school et qui retournent justement sur des produits physiques au lieu du digital? Alors, bonne question. Pour le coup, le quart de cible, effectivement, il se situe vraiment entre 18 et 30 ans. Pour le coup, habite plutôt les grandes villes, mais pas spécialement Paris. T'en parlais en introduction, on pourra en reparler. C'est vrai que la culture, elle est complètement, malheureusement, centralisée à Paris. En France, ça, c'est vraiment malheureux. Mais, euh, mais le public, pour le coup, il est bien plus que parisien, mais ça reste quand même des personnes qui habitent en ville. Voilà, si je dois faire vraiment un portrait type. Euh, donc voilà, entre 18 et 25, et avec la 60% d'hommes, 40% de femmes, avec la particularité d'être des auditeurs et auditrices déjà engagés financièrement au niveau culturel, c'est-à-dire qu'on déjà l'habitude de payer une place de concert, d'acheter du merchandising d'artistes pour déjà au moins acheter un CD ou un vinyle dans leur vie. Voilà, le portrait type, c'est ça. C'est pas des gens spécialement qui achètent des magazines. Il y en a beaucoup qui n'ont jamais acheté de magazine de leur vie et qui vont acheter avec nous leur premier numéro. Ça, c'est des choses voilà, c'est des choses qui existent. Et effectivement, il y a autour de ce portrait type, il y a des plus jeunes où c'est les parents qui vont financer, par exemple, où c'est la grand-mère qui va prendre l'abonnement pour Noël. Donc voilà, des acheteurs qui n'ont pas encore de pouvoir d'achat. Ça va être plutôt des cadeaux de Noël, ce genre de choses. Et puis, il va y avoir des acheteurs, en effet, un peu plus vieux, qui sont plutôt dans ce délire de collection. Et qui, pour certains, ont connu voilà, l'âge d'or de la presse rap il y a
il y a 25 ans et, euh, et qui veulent regoûter à quelque chose. Mais franchement, à 80%, on est sur ce cœur de cible. D'accord, ok. Intéressant. Et pour revenir un peu dans la partie plus technique, ce que tu disais avec les problèmes de logistique, etc. Pour la première édition, enfin, tu nous as expliqué comment ça s'est passé, c'était un peu la catastrophe avec les devis, etc. Mais aujourd'hui, est-ce que vous êtes beaucoup plus installé? Surtout, bah, je pense que maintenant vous êtes construit un réseau, etc. Il y a un process bien défini. Oui, complètement. Ouais, 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 bien sûr, on s'est professionnalisé en fait, hein. C'est ça qui a changé après le premier numéro, c'est-à-dire que nous, on s'est pas du tout lancé avec des ambitions professionnelles. Je crois que vendre 200 à 300 numéros par numéro, ça nous allait, sincèrement. Le rythme des 3 mois était déjà assez ambitieux, mais voilà, mais forcément, là, on arrive sur d'autres volumes, on arrive sur d'autres chiffres. Donc ça nous permet plus de choses et donc tout de suite ça a tout changé. Donc effectivement il y a des process qui sont arrivés. Euh, la petite onde de choc qu'on a eue en arrivant a résonné, c'est-à-dire que pour les artistes, et ben pour certaines catégories d'artistes en tout cas c'était beaucoup plus simple de vouloir faire la une. On a commencé à avoir beaucoup de propositions, on en a toujours. Donc voilà. Ensuite, effectivement, maintenant, on sait ce qu'il faut tirer. En moyenne, on tire 2000 exemplaires par numéro. Ça arrive qu'on le fasse rarement, mais un petit peu moins. Ça arrive aussi qu'on le fasse beaucoup plus si on sent que le public va être particulièrement derrière tel numéro parce que c'était l'artiste et que ça va changer des choses. Voilà. Mais en tout cas, oui, oui, bien sûr, ça s'est processisé. Et puis au début, c'était voilà, c'était Lise et moi. Lise, donc comme vous le disiez en introduction, qui est cofondatrice, mon associée, et aujourd'hui qui est vraiment rédactrice en chef du magazine. C'est elle qui pilote tout ça, et moi qui est plutôt la partie développement et tout ce qui concerne plus le magazine aujourd'hui. Ok. Et tu parlais de, justement, tu dis on tire, donc c'est-à-dire que c'est un travail qui est choisi, enfin, à l'amont, le nombre d'exemplaires, etc. Par opposition avec la première édition que vous avez fait sous forme de précommande, si je peux le dire comme ça. Ouais. Donc là, ça veut dire que vous devez prendre du risque, investir d'avance sur enfin, sur une édition, pardon. Euh, je sais que vous travaillez aussi maintenant avec un réseau de distributeurs, que ce soit des friperies, des shops, notamment maintenant Cop for Rock à Genève, mais je sais que vous avez aussi Walk in Paris. Donc, comment ça se passe? Comment vous choisissez en fait vos distributeurs? Et puis concrètement, du coup, si vous choisissez 2000 exemplaires, comment est-ce que vous répartissez entre des abonnés payants sur le site et votre réseau de distribution? Tout à fait. En effet, il y a une notion de risque qui est relative parce que on a des abonnements qui sont en cours. Les gens peuvent s'abonner sur 6 mois, donc pour 2 numéros, ou sur 4 mois, sur un an, pardon, avec 4 numéros. Donc voilà, on a sans cesse des gens qui nous avancent de l'argent, qui nous font une avance de trésorerie, et ça nous permet de limiter ce risque-là. Donc on pourra en reparler, mais cette base d'abonnement, elle est vitale pour nous à ce niveau-là, parce qu'en effet, ça nous permet d'avancer, puis de se dire, bah voilà, ne plus faire de précommande, comme tu le soulignes justement. Ensuite, la part, grosso modo, effectivement, on a ce réseau de distribution qui va prendre sur 2000 exemplaires, 300 numéros en moyenne. On est sur cette part-là. Le reste va être distribué en ligne. Et puis, il va y avoir en plus des événements ponctuels qu'on va faire. Par exemple, effectivement, là où on s'est croisé euh, à Genève sur un festival, euh, ça fait partie de ces événements ponctuels qui vont venir dans l'année où on va se déplacer sur tel et tel événement avec un petit stock et qu'on va essayer de vendre sur un stand. Voilà. Donc, grosso modo, on est là-dessus. Et pour vous faire le- la petite répartition exacte, sur 2000 exemplaires, en moyenne, on a 400 abonnés, donc 400 personnes qui ont déjà acheté le numéro avant qu'il sorte. On en a effectivement 300 qui vont aller à point de vente et le reste qui vont partir en ligne. Voilà. Donc presque 50% en ligne et puis le reste soit préacheté, soit acheté en physique. Ok. Et peut-être pour revenir sur cette partie risque, comment expliquer? Ce que je m'imaginais aussi, c'est que, alors effectivement, vous avez cette base d'abonnement qui permet continuellement de financer, mais en même temps, vous faites des numéros qui sont aussi très liés à l'actualité. Donc j'imagine qu'il y a toujours aussi ce risque-là de si t'es pas allé au bout de tes exemplaires, c'est peut-être plus compliqué de venir vendre des exemplaires du passé.
Je sais pas si c'est une problématique pendant que vous n'avez pas parce que vous gérez bien vos quantités d'exemplaires, mais j'ai l'impression qu'il faut pouvoir manager ça correctement. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on parie sur souvent c'est des artistes en couverture. Donc des artistes qu'on sait qu'on va pouvoir emmener un moment avec nous. Ça, c'est vrai. Après, sincèrement, c'est le cas presque tout le temps parce que un artiste, il a pas 1 an de vie, quoi, souvent devant lui, qui ressort des choses, etc. Parfois, il devient une star, tu vois. C'est le cas avec Théodora, par exemple, qu'on a reçu en couverture en septembre de l'année dernière. Enfin, voilà, juste avant, en tout cas, qu'elle explose complètement à l'échelle nationale. Donc, voilà, ça peut être l'un ou l'autre, mais en général, ça se passe assez bien. Et effectivement, à l'intérieur, c'est plutôt des sujets d'actualité, mais qui périment souvent pas trop parce qu'on reste sur quand même un rythme magazine. Donc, instinctivement parlant, on reste sur plutôt des thèmes d'actualité, des grands thèmes d'actualité qu'on peut emmener facilement. Par exemple, dans le dernier numéro, on part du bouillon. Donc voilà, style de musique qui nous vient des Antilles, là, qui est en train de prendre une grosse partie de la carte sur nos musiques actuelles. Et bien voilà, ça, et notamment dans le rap, on en parle, on en a fait un long dossier. Je pense que dans 1 an, il n'y aura pas de mal à le lire encore. Voilà. Ouais, je comprends bien. Alors, tu nous expliquais un peu la répartition liée aux exemplaires. Aujourd'hui, tu nous disais avoir un chiffre d'affaires à peu près de 250 000 euros par an. Est-ce que lui, il est 2024, ouais. réparti également avec du financement qui est hors la vente de magazines? Que ce soit, on parlait un peu de la publicité, ça peut être les posters, etc. Effectivement, un petit peu. Donc, on considère que 80% vient directement du magazine, ce qui pour nous est essentiel, c'est-à-dire que ne dépendre que des lecteurs, c'est un rêve, c'est une utopie. Très peu de médias aujourd'hui en France arrivent à ne dépendre que de leurs lecteurs, mais c'est la vraie indépendance. Et voilà, nous c'est ce qu'on vise. Cela dit, effectivement, à notre échelle, c'est dur de se reposer que là-dessus pour pouvoir avoir une pérennité et puis une certitude de pouvoir durer. Donc il va y avoir quelques ajouts. Aujourd'hui, à notre échelle, ça va être effectivement les marques. Donc ça représente une petite partie. Ça va être des pages d'annonces dans le magazine, de la publicité. Ça peut être aussi du brand content dans le magazine. Donc c'est-à-dire voilà un article qui fait partie du sommaire, mais qui est sponsorisé par une marque. Bien sûr, c'est toujours écrit pour que le lecteur puisse faire la distinction. On peut le faire aussi sur le digital parce que voilà, on a gardé bien sûr une vie digitale très importante, notamment sur Instagram, qui est notre plus grosse vitrine. Donc, on va pouvoir faire effectivement de temps en temps du placement de produits. C'est des choses qu'on fait vraiment rarement, 1 à 2 fois par an. Et voilà, ces OP-là vont effectivement rentrer dans les 20% qui restent de financement. Il va y avoir un petit peu de merchandising. On a commencé à le faire l'année dernière. C'était un premier test. Ça a pas trop mal marché. Il va falloir qu'on continue à tester des choses. Cela dit, ça a été un revenu quand même intéressant. Dans l'année, ce qui va aussi bien marcher, c'est la vente de posters. C'est-à-dire que toutes les couvertures sont déclinées en posters. Sur tous les points de vente ponctuels qu'on va faire en festival ou autre, ça va être une source de revenus qui est clairement non négligeable. Et puis ensuite, voilà, ça va être des petits ajouts. On a vendu des briquets, là, il n'y a pas très longtemps, en festival aussi. Voilà, et ça va être aussi un petit peu d'événementiel. On commence à faire, là, plutôt depuis 2025. Donc, on est en train de tester des choses, de faire des soirées, notamment sur Paris. Et voilà, ça a déjà rapporté un petit peu d'argent. Ça va être un peu plus dans la caisse. Mais clairement, aujourd'hui, cette économie-là, voilà, elle est très relative. Lise et moi-même, on ne s'est jamais payé jusqu'ici. Donc voilà, ça nous prend clairement un plein temps absolument bénévole. Donc voilà, ça reste des économies d'échelle voilà, qui sont toutes petites. Et cela dit, les collaborateurs autres sont payés, donc les maquettistes, les photographes. Et puis pour la vie de tous les jours, on a 2 stagiaires en ce moment et une alternante en journalisme. Ok. Parce que justement, je trouvais intéressant en voyant cette répartition du revenu qu'il y a quand même le projet principal, on va dire, qui est le magazine, une déclinaison après avec les autres aspects du modèle économique. Mais en tant qu'entrepreneur, moi, je me pose toujours la question, comment est-ce qu'on arrive à gérer entre avoir envie de tester des nouveaux formats et des nouveaux moyens de monétisation
et doubler les efforts dans ce qui marche déjà ou la chose principale. Comment gérer cet équilibre pour pas non plus s'éparpiller à la fois les efforts internes, justement. Est-ce que vous avez un peu trouvé votre recette en interne là-dessus? Je crois qu'on est en train, mais on l'a pas trouvé. Je pense pas. Enfin, voilà, on est sur la bonne voie, mais t'as raison. C'est une question de tous les jours, vraiment tous les jours. Est-ce qu'il vaut mieux tout mettre dans la stratégie du print? Est-ce qu'il vaut mieux tout de suite aller vers la diversification? On est tiraillé en fait sans cesse entre les deux, parce que parce qu'on est notre économie principale, qui est le magazine, elle a un plafond de verre qui est évident et qui est bas. Parce que on reste sur une niche, on reste sur une niche de niche. C'est-à-dire qu'on reste sur la niche chez les passionnés de rap. Et là-dedans, c'est des passionnés de rap qui ont du pouvoir d'achat et en plus qui ont envie d'acheter un magazine. La cible, elle est super restreinte. Et en plus, qui a les moyens, malheureusement. Parce que 17 euros, on pourra parler du prix ensuite, mais si nous, ça coûtait pas 17 euros, ça tiendrait pas debout, sincèrement. Donc, voilà, ça reste un certain prix, il faut pouvoir s'offrir ça. Voilà, on reste sur un tout petit marché. Et donc, en fait, en effet, on est tiraillé entre est-ce qu'on a tapé déjà le plafond de notre niche? Et si oui, alors faut tout de suite aller se diversifier et aller chercher d'autres choses. Mais est-ce qu'on l'a vraiment tapé? C'est difficile de le sentir. Et en même temps, on a du mal à tirer plus de 2000 exemplaires. Donc, voilà. Mais en même temps, on n'a pas le sentiment d'avoir mis toutes les stratégies en place pour aller chercher de nouveaux acheteurs. Sur le digital, on n'a pas encore déployé de grandes campagnes d'abonnement, par exemple. Donc, voilà, est-ce qu'on peut encore aller chercher de nouvelles personnes comme ça? Je pense que oui. Mais est-ce que ça vaut le coup de déployer tous ces efforts pour aller chercher peut-être 10% de lecteurs en plus? Voilà, c'est très difficile de savoir. C'est à la fois passionnant comme questionnement, mais c'est difficile de trouver des réponses. Donc, on a toujours essayé de faire un peu des deux, en fait. Euh, Cela dit, par exemple, on a une proposition de diversification là, dont je peux pas parler parce que on va sûrement dire non. Proposition plutôt de l'extérieur pour diversifier notre activité. Voilà, bah, on avait très envie de la faire. On va sans doute soit dire non, soit peut-être relativiser notre investissement dedans pour pouvoir rester quand même dans notre cœur de métier et essayer de développer le plus possible le magazine, essayer d'aller au bout. Et en plus de ça, eh ben, continuer à avancer ce qui va être l'événementiel, ce qui va être le merchandising, ce qui va être la partie agence brand pour pouvoir essayer voilà, de monter un écosystème qui soit périn. Et quand je dis périn, c'est un écosystème où les cofondateurs peuvent se rémunérer. Parce que sinon, bien sûr, si on reste bénévole 10 ans, un jour on arrêtera. C'est logique. Carrément. Et puis je vois que ce prix de 17 euros, il est quand même sensible pour toi. Tout à l'heure, je t'ai posé la question si c'était trop ou pas assez. Tu m'as dit que c'était trop. Aujourd'hui, est-ce que vous arrivez à voir une marge qui est importante dessus ou est-ce que justement la publicité à l'intérieur de ceci vont permettre de réduire le prix et d'augmenter vos marges à vous? Les deux, sur le papier, 17 euros aujourd'hui, on gagne, enfin, on marge à peu près à 50% brut sur un numéro à 17 euros. Donc, je peux vous faire j'ai bien travaillé en amont, je peux vous faire Super, merci. voilà, le petit détail. Euh, Sur un exemplaire à 17 euros, l'imprimerie nous prend en moyenne 3,70. Donc presque 4 euros. On est à près de 22% juste pour l'impression. Ensuite, les frais de routage, donc c'est-à-dire de distribution, d'envoi par la poste, etc., vont aller prendre à peu près 5%. La livraison, à peu près 1%. On va avoir d'autres 2 et 3% de shooting. Et ensuite, ça va être des cacahuètes jusqu'à l'équipe, donc les contributeurs, photographes, pigistes, maquettistes, etc., qui vont prendre à peu près 17%. Donc, on est sur un coût total brut, encore une fois, à 5,5%, 50,5%. Donc, voilà,
tous les frais de prod, ça prend la moitié, grosso modo, de ce qu'on touche. Donc on garde la moitié, mais la moitié, ça va être aussi de l'avance pour la suite. C'est ça le risque qu'on prend tout le temps, nous. C'est-à-dire que pour le coup, sur ce prix d'achat, il va sans cesse y avoir un matelas de trésorerie qui va rester dans le compte en banque, sur lequel on ne peut pas toucher parce que c'est de l'argent que les gens ont avancé. Ouais, c'est votre fonds de roulement aussi. C'est le fonds de roulement. Voilà. Donc, il y a ça. Et puis ensuite, il va y avoir les dépenses du quotidien parce qu'on s'est professionnalisé. Donc, il va y avoir des stagiaires, il va y avoir des alternants, il va y avoir des petits bureaux, il va y avoir tous ces frais de fonctionnement des abonnements, le site web à payer. On s'est offert un nouveau site web, par exemple, beaucoup plus pro, beaucoup plus fluide, qui est en ligne là depuis mars dernier. Ça va être des investissements comme ça. Donc voilà. In fine, ça reste une petite économie. Et puis voilà. Et aujourd'hui, c'est encore délicat, effectivement, d'ajouter des salaires, des vrais salaires, effectivement. Ok, est-ce que il y a peut-être l'économie d'échelle qui rentre en compte sur ce genre de produits physiques ou pas par rapport à la première édition et maintenant, entre allez, 700 print et 2000, est-ce qu'il y avait une vraie différence si vous passez demain par exemple à 10 000 ou pas Oui, forcément? ouais, ouais, il y a une énorme différence. Ok. Hmm. Clairement, pour le coup, en fait, ce qui coûte cher, c'est surtout l'impression qui coûte cher. Vous avez vu, c'est presque un quart de ce qu'on Hmm. touche qui part dans l'imprimerie. Ouais. Et l'impression, ce qui coûte cher, c'est de la mettre en place. C'est-à-dire que grosso modo, que je tire 1000 exemplaires ou 2000, ça coûte pas un prix. Enfin, le prix de différence, c'est pas délirant. Ce qui coûte cher, c'est de sortir les rouleaux d'encre, voilà, de mettre en place la machine, de la mettre en route. Donc en fait, mon prix à l'exemplaire, si j'en tire 10 000, il va être beaucoup, beaucoup plus faible. Et ça va être beaucoup plus intéressant pour nous. Ça, c'est clair. Ouais, et d'autre part, tes frais photographe, graphic designer, etc., eux, ils sont plus ou moins fixes dans le sens où une fois que tu as créé ton magazine, si tu fais plus d'exemplaires, t'as pas plus à payer. Ou puis, enfin, il y a Exactement. peut-être une partie qui est variable, mais disons que on voit clairement l'économie d'échelle, ouais. Mais d'où ce plafond de verre qui, je comprends totalement, peut limiter le modèle économique. Exactement. Et d'ailleurs, pour vous donner un autre exemple, c'est pour ça que la presse plus traditionnelle va tirer plutôt 100 000 exemplaires et va essayer d'en vendre le plus possible, quitte à en jeter la moitié. Mhm. Hmm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour un journal papier, c'est rentable de tirer 100 000, de vendre 50 000 et de jeter 50 000. Voilà. Et aujourd'hui, la presse qui est en kiosque pratique ce genre d'économie. Parce qu'en effet, ben, ton prix à l'exemplaire est tellement faible que du coup, sur tes 50 000 que tu vends, c'est super intéressant. Nous, évidemment, on peut pas se permettre ça, parce qu'on n'a pas la trésorerie nécessaire pour en tirer 10 000, 15 000, et puis se permettre de jeter. Et surtout, c'est pas notre... tu vois, nous, on imprime en France, on utilise de l'encre éco-responsable et végétale. On a quand même cette idée voilà, d'essayer de faire un produit le moins coûteux pour l'environnement possible. Donc, si on peut éviter de jeter à la poubelle la moitié de ce qu'on fait à tous les 3 mois, c'est l'idéal. Donc, on préfère cette petite gestion de bon père et mère de famille, entre guillemets, aussi pour ça. Cela dit, c'est vrai que si on arrivait à aller chercher 1000 lecteurs de plus, 2000 lecteurs de plus par numéro, ça changerait beaucoup de choses. Ça, c'est clair. Trop cool. Merci beaucoup pour ta transparence sur ces chiffres et problématiques. Pour faire une petite incursion sur la partie plus, on va dire, équipe et le fonctionnement interne, je me dis avec Lise, vous êtes tous les deux journalistes de formation et de métier. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous vous répartissez les rôles entre vous deux? Est-ce que vous vous spécialisez justement sur certains sujets? Complètement, ouais, ouais. Effectivement, je pense que comme toute entreprise qui se lance, nous, on a été une association et on a eu un fonctionnement associatif assez longtemps. Et il y a eu cette professionnalisation qui est arrivée. On a dû monter un peu malgré nous une société. Et effectivement, je dirais que ça fait 1 an et demi à peu près que les rôles se sont vraiment scindés. On a eu le besoin de s'organiser un peu mieux, hein, tout simplement, en fonction des forces de chacun. Typiquement, Lise, voilà, a repris complètement la direction en chef. Elle est rédactrice en chef aujourd'hui de Mosaïque. Donc, c'est elle qui pilote tout l'éditorial, c'est-à-dire ce qu'on va raconter, le journalisme qui va être fait.
sur Mosaïque. C'est elle qui le pilote. Parce que bah, c'était sa force, qu'elle le fait beaucoup mieux que moi, et que ça s'est fait assez logiquement. Et puis, moi, j'ai pris la partie plus structuration, développement. Donc, ce qui concerne moins l'économie du magazine, je m'occupe malgré tout de la distribution, donc les points de vente. Et puis ensuite, ça va être la partie marque, la partie événementielle, la partie merchandising, la partie administrative, la partie RH, la partie, voilà, ce qui concerne pas le print en l'occurrence. Hors de son champ d'action, Lise, elle va aussi s'occuper du service après-vente, par exemple. Ça fait partie des Mhm. missions qui vont graviter pour elle au niveau des missions qu'elle a dans son spectre. Voilà. Donc ça s'est scindé assez logiquement. Moi qui ai pris une partie plus commerciale et elle plus de rédaction en chef. Ok. Et tout à l'heure, on parlait un peu d'IA quand je t'ai parlé de ChatGPT dans les questions. Je vois quand même que vous avez pas mal de tâches. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez intégré au quotidien ou c'est pas quelque chose que vous comptez faire ou est-ce que vous êtes réticent par rapport à Euh, l'IA? non, franchement, non, pas du tout réticent. Cela dit, c'est vrai que pour la partie journalistique, on se garde de l'utiliser parce que de toute façon, le rendu, il est pas optimal du tout. Par contre, non, non, bien sûr, on l'utilise tous les jours, bah, comme beaucoup de gens, je pense. Ça nous a facilité la vie. Par exemple, pour vous donner les chiffres que je vous ai donnés juste avant sur les 17 euros, j'ai clairement utilisé ChatGPT et ça m'a fait gagner vachement de temps. Euh, Après, on n'a pas de process en l'occurrence là-dessus. On n'a pas intégré l'IA dans nos mécaniques de travail, pas encore en tout cas. Mais ça va sans doute arriver. Pour l'instant, c'est voilà, ça nous rend plus des coups de main qu'autre chose, quoi. Ok. Et pour revenir sur l'économie d'échelle et ce dont on parlait avant, comment on scale en fait un média au niveau international? Ce que tu disais, que tu n'étais pas sûr si dans ta niche tu avais atteint justement ce plafond. Euh, Comment tu verrais la suite pour aller justement dans un marché anglophone potentiellement Ou même peut-être aller au Canada, être plus présent en Suisse maintenant, comme vous essayez de le faire. Est-ce que c'est ça la solution, c'est d'aller plus loin? Tout à fait. Ben oui, oui, de toute façon, pour un média, il n'y a pas 36 solutions, il faut toucher plus de gens. C'est ça la règle, c'est tout, hein. Sur la partie média en tout cas. Et parce que toucher plus de gens veut dire à côté peut-être plus de ventes de merchandising, veut dire peut-être des événements plus intéressants et veut dire aussi surtout être plus intéressant pour les marques. Et ça, pour un média, c'est difficile aujourd'hui d'enlever de l'équation, surtout pour un média culturel, d'enlever de l'équation la partie brand. Maintenant, à notre échelle, pour scale, il n'y a pas énormément de leviers. Euh, Ça va être déjà effectivement d'aller chercher plus de lecteurs en France, ça c'est clair. Et effectivement dans la francophonie, donc peut-être être mieux distribué, donc aller chercher voilà, plus de lieux de distribution, d'investir dans de la publicité digitale, hein, ce qu'on a clairement jamais fait aujourd'hui, donc avec des ads par exemple. Et puis en effet, quand tu veux vraiment passer un step, c'est d'aller effectivement lancer des éditions qui sont internationales. Donc, tu as ton édition américaine, tu as ton édition japonaise, et par exemple de franchiser en fait, de vendre la franchise de ton numéro à des gens qui vont au Japon fabriquer un magazine Mosaïque Japan avec des rappeurs japonais. Voilà. Ça, c'est clairement des options qui sont un peu ultimes dont on peut rêver mais qui sont compliquées à mettre en place, hein, ça c'est clair. Euh, ouais, donc voilà. Et ensuite, globalement, le reste suit si tu l'actionnes. Si tu deviens un média avec une grosse influence, bah, d'un coup, tes deals de publicité, voilà, tu les closes plus sur les mêmes prix. Voilà, ça, ça fait effet boule de neige, quoi. Et tu parlais par exemple de la franchise, est-ce que c'est ça votre vision à 5 à 10 ans? Enfin, du moins là, imagine Mosaïque dans 5 ans, dans 10 ans, ça ressemble à quoi? Euh, Ben, tout dépend en fait. Je sais pas si nous
on, on est sûr d'avoir envie aujourd'hui d'avoir un building à Paris floqué, mosaïque. Euh, Ce qu'on se dit aussi, c'est que notre indépendance aujourd'hui, c'est absolument notre force. C'est-à-dire que sur l'éditorial, on fait ce qu'on veut, absolument ce qu'on veut. Et les seules personnes à qui on peut rendre des comptes, c'est éventuellement la justice, si on fait des bêtises ou si on outrepasse la loi. Mais à part ça, on fait ce qu'on veut. Aujourd'hui, il n'y a pas de personne qui a 50% des parts qui peut enlever, voilà. Si si on dit du mal de quelqu'un, il n'y a pas Renault qui va enlever 50% de la publicité du magazine. On n'est pas dépendant de ça. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une agilité qui est hyper intéressante. Donc, je crois que notre rêve, là, à 5 ans, c'est de pouvoir garder cette agilité-là et peut-être sur notre économie d'échelle, même si elle reste modeste et qu'on n'est qu'à 3000, 4000 exemplaires, peut-être de ventes, qu'on arrive à progresser jusque-là. Si on arrive à faire ça, je pense qu'on sera déjà très content sur 5 ans et que ça puisse nous faire vivre. Tu vois, qu'on puisse vraiment faire partie du projet pour pouvoir le mener loin. Euh, Ensuite, si on veut vraiment, vraiment grossir, vraiment, vraiment, à partir à l'international, euh, faire gonfler le chiffre de vente x 10, etc., il faudra changer beaucoup de choses. Il faudra qu'on ouvre complètement la ligne éditoriale. Il faudra qu'on parle plus que de rap. Il faudra qu'on... Voilà. Parce qu'on a envie de faire ça. Ouais, c'est souvent dans ces moments de changement que les auditeurs, enfin, les lecteurs de base sont aussi des fois déçus du changement. Mais Exactement. oui, tu as raison, je pense que votre indépendance, c'est vraiment votre force, d'autant plus en tant que projet culturel, tu disais avec cet esprit associatif, etc. Je pense que c'est ça qui permet de vous distinguer. Et puis tu disais quelque chose que je retiens là, qui est super intéressant, auquel j'avais pas pensé, mais c'est vrai que si vous commencez à avoir aussi beaucoup de marques, imaginons via la publicité, et que ça devient un penchant important de votre modèle économique. Du coup, Ah vous oui, êtes dépendant d'eux, tout comme vous serez dépendant d'actionnaires ou de partenaires. Donc, complètement. c'est vrai que des fois, faire plus d'argent ou avoir un meilleur modèle économique, ça peut venir aussi nous piéger. Merci beaucoup pour ce partage. On arrive gentiment vers les dernières questions. Je me demande maintenant si un auditeur ou une auditrice voudrait lancer un projet similaire dans une autre niche, disons, quels seraient les principaux conseils que tu pourrais encore donner? Euh, Bah, le premier conseil, c'est que franchement, lancer un magazine, c'est pas si compliqué, sincèrement. Aujourd'hui, créer un média, c'est hyper facile. Je crois que le plus dur, c'est bien identifier ce que tu vas raconter et à qui tu vas parler. Euh, Franchement, ensuite, techniquement, nous, on savait pas faire un magazine. On était journaliste, c'était déjà ça de prix parce qu'effectivement, il y avait peut-être des mécanismes qui étaient un peu plus naturels chez nous pour penser l'intérieur, la manière dont on allait communiquer dessus, etc. Ça, c'est sûr. Mais ensuite, bon, techniquement, grosso modo, euh, voilà, faut aller voir une imprimerie, il faut trouver un bon graphiste, voilà. Mais pour que ça marche, je pense qu'il faut avoir un positionnement, en tout cas, bien pensé. Et nous, ça nous a pris beaucoup de temps de trouver ça, sincèrement. De savoir qu'on allait parler aux passionnés de rap avec le positionnement qu'on a aujourd'hui, la ligne éditoriale qu'on a aujourd'hui, ça nous a pris des mois à trouver. Et on a essayé de commencer sans. Et on nous a dit attention, vous ne pourrez pas faire la suite si vous n'avez pas débloqué voilà, ce petit verrou, quoi. C'est quoi votre ligne édito? Qu'est-ce que vous voulez raconter? À qui vous voulez parler? À qui vous allez vendre? À partir de là, bah, ça change tout le reste. Si ça, c'est bien identifié, franchement, peu importe le milieu, moi, je suis sûr qu'on peut vendre à peu près tout et n'importe quoi. Et nous, on l'a pas fait par opportunisme véreux. On était pas, tu vois, on est passionné de cette culture-là et on l'aurait fait à des toutes petites échelles. Mais voilà, quoi qu'il arrive, je pense il faut bien penser ça. Je sais pas si vous connaissez Sopress, le groupe Sopress. Je vous conseille à tous d'aller voir. C'est un groupe français pour le coup, qui a plein de magazines. Ils ont SoFoot, peut-être que vous connaissez, Ouais. Society. Ils ont lancé plein de numéros sur plein de magazines, en fait, sur plein de thèmes différents. Un magazine spécialisé pour les vélos qui s'appelle Pédale. Ils ont fait un magazine sur les chevaux. Je sais pas s'il est toujours distribué.
Ils ont un magazine de musique qui s'appelle Tsugi, plutôt sur les musiques électroniques. Voilà. Et leur force à eux, ça a été ça. Ça a été d'identifier des segments et puis de proposer en face à un magazine. Ils ont toujours trouvé du monde pour les acheter, hein. Le papier n'est pas mort. Les gens, ils ont toujours envie d'avoir un truc sur leur table basse chez eux. Ils ont toujours envie d'avoir des collections dans les étagères. Ça, pour moi, c'est immortel. Après, bien sûr, hein, on n'est plus sur les mêmes échelles financières qu'il y a 20 ans. Ça, c'est Non, sûr. mais si on se niche, on peut trouver le public en face. Voilà. Donc, non, non, franchement, en tout cas, faut partir de zéro, c'est possible, mais il faut avoir bien identifié, je pense, effectivement, ces deux, trois facteurs. Ok, trop bien. Bah écoute, je pense qu'on a couvert pas mal de sujets. On arrive gentiment vers la fin et on aime bien poser une dernière question à nos invités. Donc la question, c'est la suivante. Qu'est-ce qu'il te faut pour être au top? Du coup, le nom de notre podcast, c'est au top. Donc ça peut être un son dans tes écouteurs, une routine matinale ou quoi que ce soit qui fait que tu es la meilleure version de toi-même. Euh, Aujourd'hui, je me sens au top quand j'ai l'impression d'avoir fait dans ma journée ce que j'avais prévu de faire. Si je suis sincère. Aujourd'hui, c'est comme ça que je me sens le mieux, mais parce qu'on est dans voilà, c'est la démarche entrepreneuriale, je pense, qui déteint sur nous, sur moi en tout cas. Euh, et ensuite, je me sens au top quand, euh, quand j'arrive à faire ça et à faire des choses pour moi, de plus en plus. Parce que c'est vrai que les projets de cette envergure-là, voilà, ça mange complètement une partie de notre quotidien. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on n'est pas payé, on travaille à côté. Donc on a un peu sacrifié notre vie à, à ce projet pour qu'il se développe bien. Et effectivement, c'est beaucoup de concessions personnelles. Donc c'est petit à petit essayer de trouver un équilibre entre voilà, faire ce que je devais faire pour que le projet avance bien et aussi prendre du temps pour moi pour faire des choses toutes bêtes comme ranger mon armoire et faire le tri dans mes affaires, par exemple. Trop cool, un sacrifice bien connu des entrepreneurs. Bon, bah, Voilà. c'est super, merci. Merci encore pour la discussion. On mettra en lien le lien vers votre site internet, votre Instagram aussi, où je sais que vous êtes très actif dessus. Et puis, il faut rester connecté parce que la prochaine édition, on a vu qu'il y avait des liens avec la Suisse, donc il faut absolument rester connecté. Est-ce que tu veux diriger également l'audience ailleurs ou bien faire le mot de la fin? Franchement, non, non, suivez les médias culturels, surtout, parce qu'on a besoin de raconter la culture en 2025, en 2026, encore plus. C'est vraiment pas drôle tous les jours de vivre sur Terre en 2025, et on a besoin de culture. Donc, et on a besoin de gens qui la racontent. Donc voilà, le message à ceux qui nous écoutent, c'est ça. Soutenez les médias culturels, soutenez la presse culturelle si vous avez les moyens, évidemment. Achetez la presse culturelle et pas que Mosaïque, il y en a d'autres. Il y en a peut-être qui vous conviennent mieux que la nôtre. Donc voilà. Et soutenez les indépendants, parce que c'est ceux qui racontent le mieux le monde d'aujourd'hui. Trop bien. Bah, merci beaucoup pour la discussion. Avec plaisir, merci les gars, merci pour l'accueil.